Ferme les yeux un instant et imagine que ton esprit commence à se fissurer, que des images surgissent sans que tu les appelles, plus vives, plus réelles que tout ce que tu as vécu éveillé. Tu ne dors pas, tu es simplement assis et ton monde intérieur se met à parler. Nous sommes en 1913 à Küsnacht, au bord du lac de Zurich. Un homme de 38 ans est assis, seul, dans le silence épais de son cabinet. Dehors, la Suisse vit sa vie tranquille et ordonnée. Dedans, quelque chose vient de se briser, et rien ne pourra plus jamais être comme avant. Cet homme vient de rompre avec celui qui fut son mentor, presque un père spirituel. Depuis cette rupture, des visions l'assaillent, jour après jour, nuit après nuit. Il voit des scènes qu'il ne comprend pas, entend des voix qu'il n'a jamais invitées. Certaines images reviennent, obsédantes, comme si elles voulaient lui dire quelque chose. Une question terrifiante s'impose à lui. Suis-je en train de devenir fou? La plupart des hommes, à sa place, auraient enfui, cherché un médecin, un refuge, un silence protecteur. Lui prend une décision que personne, avant lui, n'avait sérieusement osé prendre, rester face à ce vertige. Il sent que quelque chose en lui refuse de fuir, comme si cette confrontation était devenue inévitable. Plutôt que de fuir cet abîme, il choisit d'y descendre, volontairement, les yeux grands ouverts. Ce que cet homme va découvrir là-dessous va redéfinir la psychologie pour un siècle entier. Mais pour comprendre comment il en est arrivé à ce point de bascule, il faut remonter bien plus loin, jusqu'à un petit village suisse et à un enfant très étrange. Tout commence à Keswil, un petit village suisse posé au bord du lac de Constance. Rien, à première vue, ne distingue ce lieu des dizaines d'autres villages qui bornent ses rives tranquilles. C'est là, dans cette Suisse rurale et pieuse du XIXe siècle, que naît un enfant qui va bouleverser la façon dont l'humanité pense son propre esprit. Carl Gustav Jung naît le 26 juillet 1875, fils d'un pasteur protestant. Très tôt, il ressent quelque chose d'étrange. Il porte en lui deux personnalités distinctes. Il y a l'enfant sage de l'école et de la famille, et il y a l'autre, plus ancien, plus grave, presque intemporel. Seul, cet enfant sculpte des figures dans la pierre. Il invente des rites secrets, silencieux, que personne autour de lui ne comprend vraiment. Personne autour de lui ne semble remarquer à quel point cet enfant vit dans un monde parallèle au leur. La nuit, des rêves de mort reviennent le hanter, avec une intensité que peu d'enfants connaissent. Devenu adulte, il choisit la médecine, puis une spécialité que peu respectent encore à l'époque, la psychiatrie, la discipline des esprits fracturés. Il entre au Burgelsli, l'hôpital psychiatrique de Zurich, un lieu que la bonne société préfère ignorer. Là, au milieu de patients que le monde a abandonnés, il commence à écouter ce que personne d'autre n'écoute vraiment. Il prend des notes, observe, patiente. Bientôt, une rencontre va tout changer. Celle avec un médecin viennois nommé Sigmund Freud. En 1907, Jung se rend à Vienne pour rencontrer Sigmund Freud, le père de la psychanalyse. Ce qui devait être une simple visite devient une conversation de 13 heures d'affilée, sans pause, sans fatigue apparente. Deux esprits viennent de se reconnaître. Freud voit immédiatement en Jung son successeur naturel, celui qui portera la psychanalyse, au-delà de Vienne, au-delà du cercle restreint, de ses premiers disciples. Il le surnomme même, ouvertement, son prince héritier. Pour Freud, l'avenir de tout le mouvement psychanalytique repose désormais sur les épaules de ce jeune Suisse brillant. En 1909, les deux hommes traversent ensemble l'Atlantique pour donner des conférences à la Clark University, aux États-Unis. C'est un triomphe. L'idée de l'inconscient commence à s'imposer bien au-delà des cercles médicaux européens. Mais des fissures apparaissent, discrètes d'abord. À Brême, puis à Munich, en pleine discussion avec Jung, Freud s'évanouit littéralement, 2 fois. Quelque chose entre ces deux hommes résiste à toute raison. Personne, à l'époque, n'ose vraiment interpréter ce que ces évanouissements révèlent de leur relation. Peu à peu, Jung s'écarte des idées de son maître. Il veut explorer le mythe, le sacré, l'inconscient collectif, des territoires que Freud refuse catégoriquement d'admettre. En 1913, la rupture devient définitive et publique. Jung se retrouve seul, sans mentor, sans mouvement, et c'est exactement à ce moment que les visions commencent. Pendant les années qui suivent, Jung s'impose une discipline extrême et solitaire. Chaque jour, à heure fixe, il se confronte volontairement à son inconscient, sans filet, sans garde-fou, sans personne pour le rattraper s'il tombe. Il sait qu'il joue gros, sombrer dans la psychose ou en ressortir avec une carte inédite de l'esprit humain. Il note tout, dessine tout, dans un carnet qu'il gardera secret, pendant des décennies. Des images d'une puissance rare y prennent forme, peuplées de figures qu'il ne s'explique pas lui-même. Ces années de descente deviendront,
bien plus tard, ce que l'on appellera son livre rouge, le journal de son propre abîme. Pour ancrer cette exploration vertigineuse dans quelque chose de tangible, il entreprend de construire une tour de ses propres mains au bord du lac de Zurich, à Bollingen. Pierre après pierre, sans architecte, sans plan, sans compromis avec la modernité. De cette descente naissent des concepts qui vont traverser tout le siècle suivant. L'ombre d'abord, cette part de nous-mêmes que l'on refuse obstinément de regarder, puis les archétypes, ces figures universelles que l'on retrouve identiques dans les mythes de chaque culture humaine. Et enfin, l'inconscient collectif, l'idée vertigineuse que nous portons tous en nous, une mémoire plus ancienne que notre propre existence. Jung a survécu à son propre abîme, et il en est revenu transformé. Mais 150 ans plus tard, que reste-t-il vraiment de ce voyage dans les profondeurs de l'esprit? En 2026, 150 ans après sa naissance, le monde entier célèbre cet homme qui a osé descendre là où personne, avant lui, n'avait regardé. Des instituts, des chercheurs, des lecteurs anonymes, tous reviennent aujourd'hui vers son œuvre. Sur les réseaux sociaux, des milliards de vues cumulées tournent aujourd'hui autour d'une seule expression, née directement de ses travaux, le shadow work, littéralement le travail de l'ombre. Une idée vieille d'un siècle, redécouverte par une génération entière. Ce que Jung a découvert dans le silence de Küsnacht reste, au fond, d'une simplicité brutale. Ce que tu refuses de regarder en toi ne disparaît jamais. Il ne s'efface pas. Il attend. C'est peut-être la phrase la plus citée de toute son œuvre, et pourtant la plus difficile à vivre réellement. Il attend patiemment, tapis dans l'ombre, le moment précis où il ressurgira, dans une colère disproportionnée, une peur irrationnelle, une répétition que tu ne comprends toujours pas, année après année. Jung l'a vu chez ses patients avant de le voir en lui-même, à Küsnacht, cette nuit-là. Alors la vraie question n'est plus de savoir si ton ombre existe, elle existe forcément chez chacun de nous. La vraie question, celle que Jung a posée le premier, la voici. Qu'est-ce que ton ombre attend depuis toutes ces années, que tu vois enfin?